Bonsoir, bonjour, bonne fin d'après-midi, ça y est, on repart pour la troisième conférence. Donc ce n'est pas Denis, le directeur, c'est Yann Hofbeck, mon associé, directeur de la création Bonjour. chez Auguste et Louise. Donc salut Yann. Bonjour Olivier, bonjour à tous. On est là pour essayer un nouveau modèle. On va se passer un documentaire qui a du sens par rapport aux sujets qui ont été évoqués depuis ce matin. Donc, la relocalisation, le coût du transport dans tout ce qu'on consomme. Pourquoi est-ce qu'on marche un peu sur la tête, le bon sens, pourquoi est-ce qu'on achète nos t-shirts, nos chemises, nos lunettes et nos oreillettes à l'autre bout du monde, et pourquoi ça nous coûte moins cher quand ça vient de l'autre bout du monde alors que si on l'achetait juste à côté. Donc, Denis, un ami de Yann, réalisateur de documentaires primés, une grande star dans son monde, a réalisé un film qui s'appelle Cargo, qui explique les dessous du transport maritime. Yann, veux-tu rajouter un mot ? Absolument. Denis Delestrac, ça fait 20 ans qu'il travaille sur les sujets environnementaux. C'est un réalisateur de documentaires absolument exceptionnel. Je pense que c'est une des 15 grandes stars mondiales du documentaire et particulièrement du documentaire environnemental. C'est du documentaire d'investigation. Un de ses films précédents s'appelait Sand Wars, qui décrivait les dessous du commerce du sable dans le monde. Et imaginez que pour ce film-là, il a été amené à parler à la tribune de l'ONU, et l'ONU a pris des actions, pour des mesures pour contrer ce commerce absolument faramineux du sable dans le monde. Le documentaire que nous allons vous diffuser maintenant s'appelle effectivement Cargo, la face cachée du fret. C'est un film absolument incroyable qui part d'un constat simple, qui est que finalement, aujourd'hui, quand vous achetez quoi que ce soit, il y a des chances qu'il ait fait au moins 2,5 fois le tour du monde à des coûts absolument dérisoires. Et ce que fait Denis dans ce film, c'est nous décrire les conséquences absolument désastreuses de ce commerce. Denis sera avec nous après le film pour discuter. C'est absolument un immense honneur qu'il nous fait. Il n'a pas pu venir avant. Il est là en train de boucler un long métrage. Donc il travaille. Il habite en Espagne. Il nous rejoindra depuis Barcelone, mais là il travaille. Il sera avec nous pour discuter un petit peu de ce film à la sortie. Je vous souhaite un très bon visionnage, c'est absolument incroyable, c'est pas une exclusivité, mais la chance qu'on a de pouvoir diffuser ce film est absolument fabuleuse. J'espère que vous allez l'apprécier et on se retrouve dans 1 heure pour en parler avec le réalisateur Denis Delestrac. À tout à l'heure. Rebonjour tout le monde. Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le test. On a fait un test formidable. On a testé la puissance des algorithmes YouTube. Comme on vous l'a énoncé de plusieurs manières depuis le début de ces conférences, tout ça se construit en direct. Et on n'avait pas prémédité une chose, c'est que YouTube connaisse le film et voilà. Et donc nous pique la diffusion. On a la chance d'avoir Denis avec nous. On l'a sorti de sa réunion en urgence pour qu'il puisse nous rejoindre. Merci Denis de nous rejoindre. Avec plaisir. Voilà, ça y est Denis, tu es à l'image. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Donc finalement, on n'a pas pu voir le film. Il va donc falloir que tu me le racontes. Déjà, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'au départ, tu as commencé à t'intéresser au fret maritime? Comment est-ce que cette idée est venue? Et finalement, qu'est-ce que tu as découvert en faisant ton enquête? Ce film, comme beaucoup de films d'ailleurs, on me demande souvent d'où vient, comment tu fais pour avoir une idée de film. Je fais pas grand-chose, c'est les idées qui viennent. C'est un peu, je compare souvent avec l'amour. Je dis si tu sors avec l'intention de trouver l'amour de ta vie dans la journée, ça risque de pas arriver. Ou ça risque plutôt, ça risque pas d'arriver plutôt. Et donc, faut être ouvert, réceptif, avoir les antennes radar toujours bien déployées, et puis surtout se laisser titiller par des petits moments comme ça qui sont aléatoires et qui t'allument une lumière quelque part et où tu te dis là il y a peut-être quelque chose à gratter, il y a peut-être une histoire à raconter. Dans le cas de ce film,
Tu le sais, Yann, le film antérieur, c'est un film sur le sable qui a résonné beaucoup pour l'audience dans le monde. Et on était en train justement de célébrer la sortie du film sur le sable. Et on s'est retrouvé avec toute mon équipe. J'ai invité toute mon équipe du tournage et de la production à la plage ici à Barcelone, où je suis actuellement, à célébrer donc un soir et à boire des coups sur la plage. Et puis voilà. Et puis au loin, comme ça, un petit peu dans la brume ou très flou sur l'horizon, il y avait un cargo, un gros bateau. Et on a commencé à se demander entre nous, entre copains, mais qu'est-ce qu'il doit y avoir là-dedans, qu'est-ce qui transporte ces gros bateaux. Et on a commencé tous à regarder l'étiquette des fringues qu'on portait. Et chacun d'entre nous avait un truc, une veste faite au Bangladesh, en Turquie, en Chine. Bon, comme ça, il y avait tout, on était habillés de globalisation. Et c'est ça qui m'a inspiré pour commencer à faire quelques recherches. Et donc avec cette même veste d'ailleurs qui est au début du film, qui sert de détonateur à l'investigation qui a duré pratiquement 2 ans. Cette même veste que je portais ce jour-là, on a commencé à la décortiquer et on s'est rendu compte que c'était une veste d'une marque de fast fashion bien connue dans le monde, qui avait coûté, je crois, 70 €, 79 €. Et en décortiquant la veste et tous les éléments qui la composaient, donc c'est-à-dire les boutons, on s'est rendu compte que les boutons, par exemple, avaient été fabriqués à partir de plastique recyclé en Europe, qui avait été envoyé au Vietnam pour qu'on fasse ces petites boules de plastique, tu sais, recyclées, et ensuite envoyé en Chine pour faire que ces petites boules deviennent des boutons. Ça, c'est une partie de l'histoire. Il y avait le coton qui était du coton qui avait été cultivé aux États-Unis, qui avait été envoyé je crois que c'était au Bangladesh pour donc faire des grosses bobines, et dans un autre pays, je me souviens plus de mémoire, pour être tissé, teinté, etc. Donc après il y avait le satin, il y avait les fils, il y avait etc. Il y avait la doublure. Et donc en additionnant cet impact en fait de voyage que comportait ce seul élément qui était une veste et relativement pas cher, on est arrivé au chiffre, je crois que c'était 28 000 kilomètres que totalisait cet objet, qui était made in Turquie, et qui en fait on s'est rendu compte aussi que le made in ça voulait pas dire grand chose, parce que c'est seulement l'endroit où on assemble et non pas où on fabrique. Donc voilà, et ça et en tirant, c'est un peu comme ça l'investigation, hein, c'est on tire sur le fil, et il y a des nouvelles choses qui apparaissent. C'est une investigation, ça prend toujours du temps, beaucoup de recherche, c'est environ 2 ans de recherche et de production avant d'arriver au film. Le film là que la version que je vous avais envoyée, que nous n'avons pas vu, qu'on n'a pas pu voir malheureusement, une version de 60 minutes, et il y a une version de 90 minutes qui est sortie au cinéma, etc. Donc voilà, en gros c'est 3 ans de travail, mais ça a eu aussi pas mal d'impact, donc on est assez content. Bon, Denis, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'une veste que toi tu achètes ou qu'on achète 79 € dans une boutique de fast fashion, alors même que ça a fait 28 000 km, comment est-ce qu'on peut justifier le fait que ce soit moins cher de faire voyager comme ça les matériaux? Est-ce que tu peux nous parler finalement de ce que c'est que le shipping? Comment ça marche et pourquoi ça coûte si peu cher? Ouais, on a tendance à penser que la globalisation, en fait, ce qui est à la source de la globalisation, c'est-à-dire d'externaliser, donc de faire fabriquer en Asie, par exemple, etc. On pense que c'est le coût de la main-d'œuvre qui est pas cher là-bas. C'est pas complètement vrai. C'est-à-dire parce que la main-d'œuvre qui est, par exemple, en Chine, c'est vrai, coûte moins cher qu'en Europe ou en Occident. Mais si on n'avait pas les bateaux pour transporter tout ça,
on ne pourrait pas l'utiliser, cette manœuvre. Donc, le nerf vraiment de la globalisation, de la consommation, ce sont ces navires qui sont environ 60 000 navires qui transportent 90% de tout ce qu'on consomme, de tous les produits de consommation. Et comment on arrive à faire que le transport de cette veste ou de n'importe quel autre objet de consommation puisse arriver au prix d'un ticket de métro, alors que si toi tu veux voyager en Chine, ben, ça va pas te coûter un ticket de métro, ça te coûte un peu plus cher. C'est toute cette industrie en fait qui est assez occulte, qu'on voit pas. Hein. Les ports, les grands ports se sont éloignés des villes. Londres, par exemple, qui était une ville portuaire. Les ports, parce que vu que ces bateaux ont tellement grossi et que leur tirant d'eau est tellement énorme, en moyenne c'est 20 mètres, les ports qui sont les plus proches des grandes villes maintenant ne peuvent plus accueillir ces grands bateaux, donc on a éloigné ces bateaux, et ça a généré ce que les experts appellent le sea blindness, donc la cécité des mers. Et donc cette industrie qui est vraiment omniprésente, qui est le flux sanguin de la planète, de la consommation et de la globalisation, on la voit pas. Et cette invisibilité a beaucoup d'avantages pour certains industriels, évidemment, parce qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Et il y a un autre élément qui cette fois est légal et d'ordre juridique international, c'est que une fois qu'on a passé, qu'on quitte les eaux territoriales et qu'on rentre en haute mer, donc la haute mer, c'est un peu, certains experts du film appellent ça le Far West. Les lois qui nous régissent quand on sort des eaux territoriales et qu'on entre dans la haute mer, donc dans ce Far West, c'est la loi du pavillon que bat le navire, et donc il y a toute la question des pavillons de complaisance, le Liberia, le Panama, etc., qui offrent des paquets de lois assez complaisantes à ceux qui veulent bien payer pour avoir ce pavillon. Donc, si j'ai un bateau allemand et je bats pavillon du Liberia ou du Panama, par exemple, une fois que je suis en haute mer, ce qui est quand même l'espace dans lequel évoluent ces bateaux, sauf quand ils rentrent, ils sortent des ports, des eaux territoriales. Donc, si je bats pavillon du Liberia, je peux payer mes marins peu cher, beaucoup moins cher que ce que je payerais si c'était des marins allemands ou si j'étais sous le coup de la loi allemande ou française. Hein. Les conditions de maintenance des bateaux sont beaucoup plus légères, donc on n'est pas obligé de réviser les bateaux. Comme une voiture, hein, un bateau c'est un peu comme une voiture, si on fout de l'essence et puis qu'on roule sans arrêt et qu'on l'entretient pas, ce véhicule au bout d'un moment devient plus dangereux, devient moins fiable. On pourra en parler après si vous voulez. Il y a la question des accidents. Donc les marins marins et pêcheurs, c'est la deuxième profession la plus dangereuse au monde. Beaucoup de morts. Il y a beaucoup d'accidents. Il y a aussi des accidents, évidemment, qui, selon le produit que transporte le navire, si c'est du pétrole, on comprend vite les conséquences. Voilà, donc on paye les gens moins cher, on maintient moins les bateaux, donc on n'a pas l'obligation de maintenir ces bateaux comme il faut, donc de faire des révisions, de les repeindre, de ressouder, de s'assurer que le moteur va marcher, etc., que la coque est en forme. C'est souvent des doubles coques maintenant, donc c'est doublement compliqué. Et voilà. Et puis ensuite, il y a les paradis fiscaux qui sont... il y a des compagnies, il y a une histoire qu'on a dans le film. C'était Shell à l'époque, il y a eu un accident, hein, il y a eu une marée noire avec un bateau affrété par Shell. Le gouvernement des côtes concernées a recherché, il faut trouver un fautif, hein,
avant d'y arriver, ils sont passés par 50 shell companies, je sais pas comment on dit en français, donc des fausses sociétés écrans, pour arriver au vrai propriétaire. Donc c'est assez compliqué. Voilà. Oui, alors, moi qui suis d'origine bretonne, il y a eu plusieurs marées noires, et la dernière qui était sur le Morbihan, sur le sud de la Bretagne, de mémoire, ils ont eu, les compagnies font le maximum, sortent des galeries d'avocats pour faire qu'à la fin, il n'ait pas à payer le coût des dépollutions, le coût total. C'est-à-dire que clairement, ils ont beaucoup d'écrans, plus une armada d'avocats, et avec ça, vous faites traîner 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tous les politiques qui ont voulu se lancer dans récupérer des dommages, vous avez 2 générations de politiques qui y passent, et puis à la fin, ils font un deal, et puis ils payent un petit peu, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Oui. Alors, moi, j'ai vu le film, et j'ai remarqué que dans les très gros bateaux, à un moment, tu indiquais qu'il pouvait y avoir jusqu'à 18 000 containers. Je me suis dit, c'est énorme, en sachant que c'est des containers 40 pouces. En regardant le film, à chaque fois, c'est quasiment que des 40 pouces. Donc, ça fait des pieds, pardon, pas des pouces, 40 pieds. Donc, ça fait des containers type 20 tonnes. Alors, je suis un fan, c'est mon amie, la calculatrice. Je viens de faire le total, ça fait 360 millions de kilos sur un bateau. Donc, je ne sais pas combien peut coûter un aller simple Shanghai, Amsterdam ou Shanghai Le Havre, mais c'est sûr que quel que soit le coût de cet aller simple, divisé par 360 millions, quel que soit ce qu'il y a à l'intérieur d'un kilo, si vous avez des fringues, ça pèse pas grand-chose. Clairement, le coût ramené au kilo ou à l'objet transporté ne peut pas être énorme. D'où la capacité de vendre des choses très peu chères. On peut, il y a dans certains cas, il y a un des Mark Levinson qui est l'écrivain scientifique qui a écrit un film qui s'appelle The Box, un livre qui s'appelle The Box, qui raconte toute l'histoire du container. Le container, c'est un truc génial. Parce que on peut les empiler, on peut en mettre 10 les uns sur les autres, même s'ils pèsent 20 tonnes. Ça passe du bateau avec des grues automatisées sur les camions et sur les trains, donc c'est standardisé. C'est un truc vraiment extraordinaire, c'est une belle invention. Mark Levinson nous dit dans le film qu'il y a des pays et des entreprises qui remplissent des containers avec des poubelles, avec des détritus, avec de la ferraille, avec de la paille. Donc c'est vraiment très très peu cher. Toute la question, après c'est assez compliqué, toute la logistique d'aller charger, de décharger. Hein. Donc souvent, pour pas voyager à vide, on prend les armateurs prennent des cargaisons qui sont vraiment insignifiantes au niveau de leur valeur intrinsèque, c'est-à-dire de la paille, ça vaut pas grand-chose. Mais on envoie de la paille, de la ferraille, du papier recyclé. On va le faire recycler en Chine, on le fait revenir ici. Il y a des données assez choquantes aussi dans le film et dans l'investigation qui disent que par exemple ici en Espagne, il y a on vend des anchois, et si tu vas au supermarché, les anchois, il y a la boîte d'anchois de la côte atlantique ici espagnole, puis il y a une autre boîte d'anchois qui est aussi atlantique, mais qui vaut beaucoup plus cher. Et en fait, c'est la même pêche, etc. Sauf qu'il y a une boîte d'anchois qui est la moins chère, où ces anchois frais ont été envoyés dans des containers réfrigérés en Chine ou dans d'autres pays d'Asie aussi où on fait ce genre de pratique, où il y a des petites mains qui ont, avec des pinces à épiler, hein, qui ont enlevé les épines, les arêtes de chaque anchois, qui les ont filetés, qui ont fait les filets, qui les ont re-empaquetés et qui les ont renvoyés ici. Et c'est ceux-là qui coûtent moins cher. Il y a un cas aussi de whisky, un whisky écossais assez connu, qui est envoyé pour être embouteillé en Asie et qui revient embouteillé d'Asie, qui
etc. Donc il y a énormément d'exemples comme ça. C'est assez... Alors Denis, en fait, on pourrait croire comme ça naïvement que finalement c'est formidable. On exploite au maximum les possibilités modernes. En plus, tout ça se passe loin des yeux, donc loin du cœur, comme tu le disais avant. Mais quelle est la conséquence? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de mal à ces porte-conteneurs finalement? C'est propre un porte-conteneur, non? Vu que c'est loin. C'est un truc important qu'il faut dire quand même avant de répondre à ta question, Yann. C'est une industrie qu'on utilise tous. C'est une industrie dont on a tous besoin. Après, on peut parler de nos habitudes de consommation qu'on pourrait réduire ou optimiser, ça c'est autre chose. Mais cette industrie, on l'utilise tous et elle est vraiment, comme je vous disais avant, c'est le flux sanguin de la consommation, de la globalisation. On en a tous besoin. Dans la période dans laquelle on est, on se parle à distance, etc. Donc on commence à s'habituer à ça. Beaucoup d'industries ont mis la clé sur la porte, provisoirement ou pour plus longtemps. Cette industrie-là, on dirait qu'on a réduit un petit peu le trafic, parce que bon, il y a quand même certaines restrictions, mais le trafic maritime a continué en grande proportion. Parce que, vous l'avez vu à Strasbourg, on le voit ici, vous le voyez, ceux qui nous écoutent le voient aussi dans leurs supermarchés. Les supermarchés, bon, il y a eu un petit peu des hauts et des bas parce que les gens ont eu peur au début, mais les approvisionnements n'ont pas cessé. L'approvisionnement n'a pas cessé, et donc ça veut dire que vu qu'on ne consomme plus beaucoup de produits locaux, malheureusement à mon avis, tous ces légumes, tous ces fruits, tous ces produits emballés, etc., ils ont continué à arriver au port, et ensuite ils sont passés sur des camions, sur des trains, et ils ont été distribués. Donc cette industrie, on en a besoin, telle qu'est organisée la société aujourd'hui, on en a besoin pour manger. Après, on verra après si vous voulez, parce qu'on peut changer plein de choses. Mais l'impact de cette industrie, mais non, ça c'est un peu le côté négatif, c'est que premier exemple, ces navires qui sont de très gros navires consomment en moyenne, le bateau sur lequel on était, on a passé 2 semaines sur un bateau, qui était un bateau de 320 mètres de long, donc c'était assez gros, où il y avait seulement une dizaine de personnes à bord, d'ailleurs, c'est extraordinaire, c'est une espèce de ville flottante. Les Philippins qui travaillent dessus l'appellent pas une ville flottante, mais l'appellent la prison flottante. Le bateau sur lequel on était, qui est un bateau donc de grande taille, mais les bateaux de grande taille sont ceux qui forment la majeure partie des bases de ces navires, consommait 200 tonnes de fuel par jour. 200 tonnes de fuel, c'est énorme. C'est cher, quoi. Quand on passe à la pompe, on s'en passait. Donc si tu passes à la pompe avec 200 tonnes, tu vas sentir passer grave. La question, c'est que, vu que ce fuel est cher et qu'on en consomme beaucoup, ces navires ont un moteur qui est un moteur extraordinaire, qui est capable de générer une combustion avec pratiquement n'importe quelle matière qui contient du carburant. Donc des particules qui peuvent être brûlées, exploser. Donc ces navires consomment ce qu'on appelle du bunker fuel, qui en fait, une fois qu'on a pris le pétrole brut, qu'on l'a raffiné, donc on a fait notre diesel, on a fait notre essence, notre kérosène, etc. Et ce qui reste au fond du baril, c'est environ 10%. En fait, c'est une espèce de pâte qui ressemble plus à du bitume sur lequel on marche dans nos rues qu'à de l'essence. C'est une pâte noire très épaisse. D'ailleurs, il doit être chauffé pour pouvoir la brûler, pour que le moteur puisse la brûler, parce qu'on peut littéralement marcher dessus. Ah ouais. Donc, on le chauffe à 80 degrés avant de l'injecter, que ça passe dans les injecteurs du moteur. Et donc, ce résidu, ce carburant résiduel, en fait, si ces bateaux ne le consommaient pas, il partirait directement à la poubelle. Donc, il polluerait aussi ailleurs. La question, c'est que ce carburant contient énormément de particules,
particules fines, notamment des particules de soufre, qui, une fois que ça passe dans l'atmosphère, ça contamine et ça pollue énormément. En plus, c'est des particules fines qui restent dans l'air et qui peuvent être portées par les vents, surtout les vents côtiers, jusqu'à 200 km à l'intérieur des côtes. Et voilà. Et donc tous ces experts, on a rencontré quelques-uns, etc. Avec une NGO qui s'appelle comment ça s'appelle, bon, ça me reviendra, qui est basée à Londres, qui est financée par Richard Branson de Virgin. Ils ont fait des études et ils ont découvert qu'un bateau polluait plus que 50 millions de voitures. Voilà, c'est en ppm, hein, c'est en partie par million, etc. Partie par million, je crois qu'un véhicule diesel en Europe, c'est 25. Et ces bateaux, je ne veux pas vous dire des chiffres de mémoire qui sont erronés, mais bon, c'est un truc hallucinant, quoi. Et je crois que dans le film, tu dis que 10 bateaux consomment autant que toute l'Europe de mémoire. Hein. Je l'ai vu ce week-end, donc c'est assez frais. Et c'est choquant. Ça voudrait dire que si on arrivait... Mais il y a 60 000 bateaux qui circulent. Peut-être pas tous officiellement, oui, c'est très difficile à savoir en fait. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit quand j'ai fait le film, enfin beaucoup de gens, il y a quelques personnes dans l'audience, dans les festivals, etc., qui m'ont dit oui, mais pourquoi tu parles pas des bateaux de croisière? Et c'est une question que j'avais pas anticipée en fait, une question qu'on m'a posée parce que les gens voient les bateaux de croisière, ils existent, ils sont dans la sphère de conscience du public. Mais moi, j'ai passé ça vraiment à la trappe pendant l'investigation et l'écriture du film parce que je dis, j'ai regardé, j'ai calculé, etc. À l'époque où j'ai fait le film, donc le film est sorti en 2016, donc l'investigation, c'est toujours en cours même pendant le montage, mais donc c'est des chiffres de 2015-2016. À l'époque, il y avait 93 bateaux de croisière dans le monde. Okay. Et 60 000 cargos, donc navires commerciaux, donc que ce soit qui transportent du gaz, du pétrole, du grain, sous toutes ses formes, ou des containers. Okay. Il y en avait, ça c'est un calcul qu'on a fait, on essaye toujours d'être très pessimiste, d'être très en fait, de pas gonfler les chiffres, donc d'être toujours au bas. Et 60 000, c'est le minimum. Ah ouais. Je pense qu'on est autour de 90 000 aujourd'hui. Donc ça fait beaucoup de bateaux, ça fait beaucoup de pollution donc dans l'air, ça fait aussi beaucoup de pollution parce que ces bateaux génèrent aussi, donc on doit laver les cales, etc. Ça pollue aussi beaucoup les océans. Tu parlais tout à l'heure, Olivier, des marées noires. Les marées noires, la plupart on les voit pas, quoi. On voit une marée noire quand elle arrive sur nos côtes, puis qu'on voit des cormorans englués, mais ça fait des images qui intéressent les news et le public, et puis qu'on peut tourner. Quand la marée noire arrive à 400 ou 3000 km d'une côte, tu vas pas la voir. Bien sûr. Et il faut savoir qu'il y a un accident, maritime de navires de plus de 300 tonnes tous les 2 jours sur les océans du monde. Ouais. Donc il y a beaucoup d'accidents. Ça, c'est relié à ce qu'on disait avant aussi, que la plupart des bateaux sont très mal maintenus. Il y a beaucoup d'armateurs qui spéculent, qui achètent des bateaux de 2e, 3e main et qui sont pas en bon état. Et le problème, c'est que ces bateaux de 2e ou 3e main, qui sont en général la propriété d'armateurs peu scrupuleux, sont les bateaux qui transportent le plus souvent du pétrole. Okay. Voilà, pour une question de coût, pour une question de différentes questions. Donc et quand il y en a un qui casse, ça arrive que le bateau casse tout seul. Hein. Il suffit qu'il y a un peu de mer, enfin beaucoup de mer, mais il y a des bateaux qui cassent. C'est arrivé au Prestige, c'est arrivé à Erika. Et voilà, donc ça, c'est un gros problème. Un autre gros problème, c'est la pollution acoustique. Un ami de New York m'a envoyé hier un article intéressant qui, vu que le trafic maritime s'est réduit depuis 1 mois et demi environ,
je ne sais pas quel pourcentage. Hein. Tous les scientifiques, ceux qui travaillent en biologie marine, et les cétacés, etc., peuvent enfin travailler sur la communication des cétacés, etc. Et ils sont en train de voir aussi que ces cétacés se reproduisent mieux dans l'époque où on est, parce qu'il y a moins de bruit, parce que ces bateaux, ces navires qui font beaucoup de bruit, en fait, la coque du bateau fait comme une caisse de résonance, en fait. C'est des très très gros moteurs, hein, le moteur du bateau sur lequel on a tourné. Moi, je pouvais rentrer dans la chambre d'un piston, tu vois. C'est énorme. Et le moteur, c'est l'équivalent d'un immeuble. C'est un truc vraiment, vraiment très, très impressionnant. Et donc, ce moteur crée des vibrations qui sont répercutées et reflétées par la coque du bateau. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ces fréquences qui sont émises par le bateau sont sur la même fréquence, c'est des basses fréquences, qui sont la même sur lesquelles la plupart des cétacés communiquent. Et donc la pollution acoustique, c'est un très très gros problème, et on sait que dans l'Atlantique Nord, il y a 98% des baleines qui ont fui l'Atlantique Nord, donc qui n'existent plus là, dans cette région, parce qu'il y a trop de bateaux. Ok. Ouais, Et alors, je me rappelle qu'à la fin de ton film, c'est assez horrible parce qu'il y a un côté un peu, on te remet une couche, ça pollue énormément, ils sont 60 à 90 000 dans le monde, quelques gros polluent autant que toute l'Europe, donc il y a des millions de gens qui se disent, bah, tiens, et si demain j'investissais un petit peu, je payais plus cher ma voiture pour acheter une hybride, pour consommer 15% de moins. On est tous à se dire comme quoi on fait un effort, on fait un geste, et en fin de compte, à côté, il y a un truc énormissime qui pollue autant que 50 millions de voitures. C'est horrible dans l'absolu. Oui, les 20 plus gros navires, les 20 plus gros navires polluent plus que toutes les voitures de la planète. Ce qui nous arrive en fait avec ça, ce que tu viens de dire, Olivier, c'est tout à fait vrai. Prendre un exemple. On parle des bateaux, on peut parler de l'eau douce, par exemple. Tout le monde sait que l'eau douce, c'est un bien, c'est une ressource naturelle qui est aussi limitée, etc. On nous dit souvent, et je suis complètement d'accord, et je le fais, ferme ton robinet, évite de prendre des bains, prends plutôt une douche, parce que ça consomme énormément d'eau, etc. Et je suis d'accord. La seule question, c'est que 90% de l'utilisation d'eau douce sur la planète, c'est pour le bétail et l'industrie. Donc nous, on navigue dans le petit 10%. Hein. Ouais. Donc c'est bien de réduire, un petit pourcentage de ce 10%, mais je pense de 10 à 9 c'est toujours important. Ouais, mais c'est important que les politiques fassent leur boulot. Et dans le cas du transport maritime, on le voit ici, Barcelone, qui est une ville qui était très touristique jusqu'à il y a 2 mois, énormément de tourisme, énormément de bagnoles dans la ville, la mairie qui nous dit arrêtez de prendre des bagnoles, prenez plutôt des vélos et tout. Et encore une fois, je suis d'accord. Mais on a aussi un des plus grands ports d'Europe et le plus grand au niveau du tourisme. Et c'est démontré, mais alors, de tous les côtés, par tous les scientifiques, par toutes les études, etc., la pollution de Barcelone, c'est pas les bagnoles. Donc, voilà. Après, les politiques se trouvent, j'imagine, un peu entre le marteau et le clou, et l'enclume. Parce que bon, il faut ravitailler, il faut alimenter, il faut que tous ces magasins, tous les gens qui adorent faire du shopping, il faut qu'ils soient remplis de trucs. Donc on fait comment? Tu vois, donc je pense que c'est vraiment un travail de fond et puis une réflexion sur la société qu'il faut faire, quoi. Ouais, alors j'ai une question qui est posée sur le chat. Est-ce que les cargos autonomes et électriques sont le futur de l'industrie du transport maritime? Est-ce qu'on imagine des cargos électriques? Je sais que dans ton film, à la fin, tu parles
Je sais qu'il est déjà bientôt en futur usage d'avoir des voiles qui se rajouteraient sur les très gros cargos, qui permettraient d'économiser quelques pourcentages de consommation. Mais, il y a plein de projets. Il y a plein de bonnes nouvelles aussi. Hein. Je ne veux pas que ce soit complètement démoralisant. Il y a plein de bonnes nouvelles. On peut faire plein de choses en dehors. Avant de passer à l'énergie éolienne et à l'électricité, le seul fait de repeindre la coque d'un bateau peut réduire de 15% la consommation de carburant. Parce qu'une question de frottement, hein, comme tous les bateaux. Hein. Ensuite, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut optimiser la forme des coques. Ça, les nouveaux bateaux l'ont fait. On optimise aussi, les moteurs sont mieux réglés. Hein, parce qu'un bateau qui a 30 ans, c'est comme une bagnole. Un bateau qui a 30 ans ou un bateau qui vient juste d'être construit, il fonctionne pas pareil. Ils sont plus optimisés, ils consomment moins, ils filtrent leurs émissions, etc. Quand ils rentrent dans les eaux territoriales ou près des ports, ils switchent donc au gaz naturel, donc qui pollue beaucoup moins. Bon, après, ça pollue beaucoup plus en amont, mais ça c'est une autre question. Donc il y a plein d'opportunités, d'initiatives. Le vent, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, étrangement. C'est des très très gros bateaux, mais ils peuvent déployer une voile, ou plusieurs voiles, ou des tubes en fait qui génèrent. Hein. Et ça marche, ça commence à marcher plutôt pas mal. L'électricité, je te dis franchement, j'ai pas trop mis mon nez là-dedans, parce que quand j'ai fait le film, j'ai fait ce film il y a déjà quelques années, il n'y avait pas grand-chose en fait. Bien sûr. Ça méritait pas vraiment qu'on en parle parce que c'était vraiment un stade très 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 préliminaire et c'était encore pas sorti des ordinateurs et des bureaux, tu vois. Donc voilà, mais je pense que oui. Ce qui est sûr, c'est que cette industrie, elle est là pour rester avec nous. On va pas. La question, c'est pas de la faire disparaître, hein, parce que ça aussi, il faut penser que ça donne à manger à beaucoup de monde et qu'on en a besoin. Ça reste quand même transporter 20 tonnes de quoi que ce soit par bateau. Ça reste le moyen le moins polluant, même si c'est extrêmement polluant, de transporter quelque chose. Si on faisait tout ça par avion, ça serait dramatique. Et on peut pas, et ça serait beaucoup plus cher et on pourrait pas. Donc voilà, donc cette industrie, le fret, hein, le shipping, le transport maritime, on en a besoin. Maintenant, il faut se mettre d'accord pour voir, peut-être aussi pour taxer certains produits ou certains transports plutôt superflus et utiliser cette taxe pour aider ces armateurs à construire des bateaux plus performants, à mieux payer les gens qui travaillent sur ces bateaux. Il y a beaucoup de monde qui travaille sur ces bateaux et on les voit pas, on les voit jamais. Ils descendent jamais des bateaux. On a vécu avec pendant 2 semaines. Il y a beaucoup d'histoires dramatiques. Et aussi, donc, comme disait Yann, loin des yeux, loin du cœur, mais c'est pas que des bateaux, c'est aussi des vies. Et c'est souvent des Philippins, parce que bon, ils connaissent la mer, ils parlent anglais. Et c'est très triste de voir des gens tomber dans le piège, en fait, de cette industrie qui leur fait signer des contrats minimum de 10 mois. Donc ils voient les ports, mais tous les ports se ressemblent. Hein. Donc au bout d'un moment, ils sortent pas du bateau parce que c'est toujours beaucoup de papier et de paperasse pour sortir du bateau. Il faut laisser ton passeport, il faut remplir un tas de paperasse. Après, il faut trouver un véhicule pour sortir du port. Les ports, c'est énorme. Donc ces gens-là, ils restent dans les bateaux. La première année, donc ils reviennent au bout de 10 mois de mer solitaire. Évidemment, c'est une industrie où il n'y a pas de femmes. Hein. Le capitaine du bateau sur lequel on était, une femme, on n'y pense même pas parce que ça changerait toute l'énergie en fait du bateau. Les marins deviendraient fous. Donc, et donc ils rentrent au bout de 10 mois de mer. Ils ont gagné du fric, ils ont gagné 10 fois plus de fric que ce qu'ils auraient gagné dans leur pays. Ça reste quand même très peu. Ça reste des salaires qu'on n'accepterait pas, qu'aucun pays d'Europe accepterait.
Et puis il commence à se dire, il a acheté une maison, et puis peut-être à prendre un crédit pour une voiture, ou à dire à un membre de la famille, on va monter une petite épicerie au village, et puis donc il s'endette. Et donc cette idée d'être en mer pour 2-3 ans, pour mettre un peu de truc de côté, et puis se refaire une autre vie près des siens, près de leur famille, ils passent 10 ans, 20 ans, 30 ans sur les bateaux, ils passent à côté de leur vie. Ouais, ouais. Et il y a des enfants qui grandissent sans voir leur père. Il y a beaucoup d'histoires. Nous, on est allés aux Philippines, on est allés retrouver la famille de certains marins. Et il y a des scènes que j'ai pas mis dans le film. Hein, pas tout mettre dans un film, mais c'est très touchant. Ça fait vraiment mal au cœur, quoi. Et l'armateur, lui, peut avoir une certaine bonne conscience parce qu'il se dit, moi, je le paye 2 ou 3 fois plus cher que ce qu'il gagnerait dans son pays. Donc, j'ai bonne conscience peut-être de bien payer cette personne, mais par rapport à un niveau de vie qui est lui-même très bas. Donc, lui, il se dit qu'il est dans une relation gagnant-gagnant. Mais clairement, il y en a un qui paye plus cher, qui paye plus cher la relation. Après, payer 1000 euros pour des gars qui bossent en moyenne 70 heures par semaine dans des conditions. Attention, ces bateaux, c'est une ville flottante, c'est un gros, c'est un monstre de métal. Ouais. Un bateau qui passe 300 mètres de long ou 10 mètres de long, c'est un bateau, il reste quand même proie des intempéries, et puis c'est dangereux, c'est très dangereux. Nous, les 2 premiers jours de tournage sur ce bateau, il faut faire vachement attention où tu mets les pieds, parce que où tu mets la tête, tu dois vraiment le casque, tu ne le mets plus, parce que ça te gêne, on ne peut pas travailler avec le casque, on ne peut pas filmer. Ouais. Et donc, mais tu fais gaffe, parce que il y a du métal de partout, tu peux trébucher de tous les côtés, dès qu'il y a un peu de mer, voilà, c'est. Ouais, j'imagine. Ouais, on n'a pas eu beaucoup de mer, on a eu des vagues de 3-4 mètres, mais bon, tu les sens passer quand même. Il y a quelques images dans ton film qui sont hyper impressionnantes. C'est avec le bateau à moitié échoué sur une plage et les gens qui se baignent juste devant. C'est hyper impressionnant. Et un autre, c'était très curieux, c'est une femme avec un enfant qui est en train de se baigner et un bateau cargo qui passe et qui est en train de rejeter plein d'eau par des écoutilles hautes. On se dit, donc là, la famille va aller se baigner dans cette eau qui est, je crois que tu appelles ça pas des marées noires, mais des marées blanches. C'est quand il... Des marées transparentes, en fait, c'est Christian Buchet qui parle de ça, qui est un expert, qui est un des plus grands experts de la mer français. Il parle de marées transparentes. Ces marées transparentes, je ne peux pas encore une fois vous dire des chiffres, parce que je n'ai pas regardé le film juste avant de vous parler, et je ne me rappelle plus des chiffres, mais ça pollue plus que les marées noires, et c'est au niveau, on est en pourcentage de pollution des océans. Hein. Ouais. Parce qu'on parle de carburant, on parle de produits chimiques, on parle aussi d'espèces qui peuvent être des espèces invasives. Quand il y a les ballasts, tu sais que quand un bateau est à vide, on remplit les cales d'eau pour maintenir la flottaison et l'équilibre. Et quand le bateau arrive dans le port de destination où il doit charger, il vide ses cales d'eau. Ça peut être de l'eau qui a été prise au Panama et qui va être lâchée en Hollande. Hein. Et donc, si l'espèce, il y a des micro-organismes, il y a des petits crabes, il y a des petits poissons, il y a des bactéries, etc. Donc, si l'espèce qui est dans cette eau trouve des conditions de vie à peu près correctes et qu'elle peut se développer, elle se développe. Et donc, la question des espèces invasives et du transport maritime est vraiment aussi très très importante. Ça coûte énormément d'argent, ça coûte des centaines de millions de dollars rien qu'aux États-Unis tous les ans pour traiter cette question des espèces invasives. Et on le voit, il y a des endroits ici c'est arrivé. On a des crabes, ce qu'on appelle le crabe bleu maintenant, qui est un crabe qui vient de Chine. Le crabe, il vient pas de Chine parce que c'est quelqu'un qui l'a acheté en Chine et qui l'a lâché. Tu vois, pour vas-y. Va te baigner petit crabe. Le crabe, il est arrivé peut-être, il était tout petit comme ça. Ouais. Et puis dans une cale. Et puis bon, il a trouvé ici que la salinité
était correct, que la température était correcte, et puis il s'est reproduit, et puis maintenant, on est envahi. Donc, voilà, c'est une des petites histoires. Il y a beaucoup d'histoires dans ce film. Il y a énormément d'histoires. Moi, je me posais une question. Est-ce que la seule manière de faire évoluer une industrie comme celle-là, est-ce que ça peut se faire uniquement à un niveau type européen? Si tous les pays européens disaient on ne veut pas, ou à partir de dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on ne voudrait pas des bateaux qui pollueraient plus d'un certain niveau. Et en fin de compte, si tout un continent, mais à part le faire à l'échelle européenne et que tous les pays soient d'accord et qu'il n'y en ait pas un qui se dise moi, je laisse les autres y aller, et comme ça tous les bateaux viendront chez moi et tout le monde fera du transfert sur mes ports. Mais en fin de compte, à part un continent qui accepterait d'imposer des normes qui rendraient obligatoires pour le monde entier, il n'y a pas beaucoup d'options comme ça. Je pense que oui, c'est le chemin à prendre. Maintenant, est-ce qu'on va le prendre? Est-ce que les intérêts divers vont permettre de prendre ce chemin? J'espère que oui. J'espère aussi que ce sera plus que l'Europe, ce sera global, parce que c'est l'industrie globale fondamentalement globale par définition. Hein. Faut voir. Pour l'instant, il y a des initiatives, hein, il y a certains ports. Alors, ça peut être soit coordonné, mais c'est très difficile de coordonner parce que toute la question de la loi de la mer, c'est très 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 compliqué. Et chaque pays fait un peu ce qu'il veut, et la loi de la mer qui est celle qui chapeaute en fait toute la question maritime et pas vraiment appliquée. Je pense qu'il y a une opportunité au niveau des municipalités. Beaucoup de gens, pour beaucoup de questions environnementales, disent que les municipalités, les mairies, les villages, les villes sont sans doute celles et ceux qui vont faire la différence, parce que on voit que les prises de décision centralisées sont souvent très loin de la réalité et puis sont souvent occupées à autre chose. Mettre la main dans la caisse, entre autres. Et les mairies sont plus proches de leurs citoyens, de leur qualité de vie. Et je pense qu'il y a un truc à faire du côté des mairies. Et tous les grands ports du monde font partie, que ce soit Singapour, Rotterdam ou ailleurs, tous sont sous la loi de la ville. Donc, je pense qu'il y a un truc à faire de ce côté-là, tu vois. Sauf qu'après, il y a des énormes enjeux potentiels, c'est-à-dire qu'une ville, à un moment, va peut-être avoir peur de perdre du business. En fin de compte, Marseille imposerait des règles que d'autres ports n'imposeraient pas. Mais potentiellement, le business qui arrivait à Marseille partirait à Gênes et il y aurait le routier prendrait la relève ou inversement. Enfin, je prends des exemples comme ça, mais c'est là où j'espère que peut-être ça pourra évoluer, mais c'est vrai que sur des enjeux aussi globaux, c'est compliqué, à part peut-être de réduire, si on arrive à relocaliser partiellement certaines usines, certaines industries, certains sourcings, et de faire que notre coton ne fasse pas 3 fois le tour de la terre avant d'être cousu en Tunisie, au Bangladesh, en Inde, mais peut-être qu'il soit juste produit en Tunisie et assemblé en Tunisie et vendu en France, ou cousu ou tissé en Tunisie ou au Maroc et puis assemblé en France, et peut-être avoir moins de circulation. Ça, à un moment, ce serait déjà beaucoup. Je pense que moins dépendant. Je pense que avec toute cette tempête là, globale qu'on est en train de vivre avec le virus, moi j'ai beaucoup d'espoir en fait. Hein. Je pense que ça peut nous réveiller. Après, bon, il se peut ça risque de prendre 2 ou 3 pandémies de plus pour qu'on comprenne. Hein. C'est ça. En général, on a un peu de retard à la détente, mais comme espèce, hein, comme société. Bien sûr, et on regarde dans la mode est quand même une grande majorité de la mode d'aujourd'hui, de 2020, et reste de la fast fashion, c'est-à-dire les Primark, H&M et autres font produire au Bangladesh, ailleurs, et sont les premiers à sortir. Et en même temps,
quand on va chez Primark, le t-shirt il vaut 4 euros, la chemise en vaut 8, le pantalon 10. On se dit, bon, entre tous les composants et les pièces qu'ils composent, ça peut pas... Rien de tout ça ne peut coûter cher, quoi. Mais ouais, alors moi, il y a un truc, c'est en général, parce qu'on me pose souvent la question avec tout ce genre de films d'investigation que j'ai fait, et on a tendance à suivre un peu le truc que certains activistes ou certains réalisateurs disent, oui, il faut changer nos comportements. Donc à mettre la pression sur nous, en fait, sur le peuple, sur les citoyens, sur les consommateurs, on peut nous appeler comme on veut, en fait. Moi, je pense que c'est bien, donc d'éveiller, de dire, ok, d'être conscient. Si tu peux bouffer des tomates qui ont poussé à 10 km, c'est mieux que de bouffer des tomates qui ont poussé au Chili, parce que ton impact sera moindre, etc. Maintenant, il y a une question, il y a une question de pouvoir d'achat, une question, si on peut pas leur mettre à chaque fois que quelqu'un achète quelque chose, on peut pas lui foutre la pression et dire arrête d'acheter. Non, si tu as envie de t'acheter une veste un costard à Zara parce que tu as envie d'avoir un costard et puis tu peux pas te le payer, une marque qui va coûter 4 ou 8 ou 10 fois plus, je pense que c'est bien que tu puisses acheter ton costard parce que voilà. Maintenant, si tu achètes un costard tous les jours, c'est différent, mais après, donc mettre la pression sur le consommateur, je pense que c'est pas la solution. Il faut que le consommateur soit conscient. Donc, et pour être conscient aussi, c'est une des propositions de film. Tu l'as vu à la fin du film. On a créé, nous, l'équipe du film, une étiquette. J'ai vu. En fait, cette étiquette dit, voilà, ce produit a voyagé là. Il a généré tant de tonnes de CO2, tant de tonnes de soufre, etc. Et les gens qui l'ont fait ont été payés tant. Est-ce que tu veux l'acheter, oui ou non? Après, tu peux choisir. Hein. Tu peux dire, oh, waouh. La veste, elle coûte 70 euros, mais il y a bas de karma, là. La veste, sur ma conscience, je préfère la payer 100 euros. Et puis, ouais, je préfère peut-être... Je vais peut-être l'acheter un peu plus tard, ma veste, mais ça payerait un peu plus cher. Mais moi, je la garderai. J'y ferai attention. Il faut aussi valoriser les objets. Il ne faut pas qu'on prenne toujours les objets comme des trucs de consommation rapide. C'est pas du fast fashion et le fast food, c'est le même truc. Il faut qu'on arrête d'acheter des trucs pour les foutre à la poubelle. Les Américains jettent à la poubelle environ 18 kilos de fringues par personne et par an. Parce que bon, je sors ce soir, j'ai une soirée, je vais m'acheter un t-shirt, puis je vais m'acheter un petit pantalon, une petite jupe, de trucs de Zara ou d'un autre. Et puis, passer l'occasion, écoute, c'était bien beau, et puis je le mets plus, et puis ça reste dans l'armoire pendant un moment, et puis après je fous là. Si on pouvait apprendre à respecter aussi les objets avec lesquels on s'entoure, que chaque objet ait une petite histoire et qu'on puisse y faire attention, tu vois, moi, je pense que c'est une des solutions, c'est apprendre à consommer un peu mieux. Mais bon, comme je disais, c'est pas que le consommateur, c'est aussi le responsable. Si ta veste, elle a été faite comme ça, je prends la veste encore parce que c'est celle qui a été le détonateur du film. Hein. Si ta veste, elle a pollué autant, c'est pas de ta faute à toi. Hein. C'est de la faute de cette industrie qui est mal régulée et des sphères de décision qui n'ont pas serré la vis sur cette industrie pour qu'elle régule mieux, pour qu'elle paye mieux, pour qu'elle maintienne ses bateaux et pour qu'elle arrête de polluer. Ouais. Juste avant, dans la conférence, on parlait justement qu'il y a des nouveaux schémas de consommation qu'on voit apparaître, qui prennent de plus en plus d'essor. Alors, au bureau, certaines des filles de chez nous vont se reconnaître. Ma femme se reconnaît, par exemple, dans Vinted. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens achètent des fringues et plutôt justement que de les jeter, elles n'ont pas coûté très cher, on se dit c'est pas grave. Et bien aujourd'hui, ça se revend, ça s'achète d'occasion. Les gens, comme les gens le portent peu, les fringues ne s'abîment pas tant que ça. C'est un peu comme l'événement des enfants qui, quand ils grandissent jusqu'à 7-8 ans, en fin de compte, comme ils grandissent vite, et ben, on peut revendre l'événement.
Donc c'est un peu une des tendances et peut-être que ce genre de tendance va réduire aussi ce flux d'habits qu'on jette et être un petit peu moins dans du jetable, mais que chaque habit, plutôt que d'être utilisé 4 fois, rester dans un placard 3 ans et être jeté, va peut-être être utilisé 4 fois, rester dans un placard 1 an et être revendu d'occasion et refaire un cycle de 4 fois placard. Donc peut-être ça marche pour l'électronique, c'est l'obsolescence programmée. J'ai une bonne copine qui habite ici aussi qui a fait un film qui est sorti sur Arte qui s'appelait Prêt à jeter, que vous devez connaître, qui est sur l'obsolescence programmée. C'est elle qui a allumé l'alarme sur la question de l'obsolescence programmée. Et effectivement, si on fait réparer une imprimante ou un téléphone ou n'importe quoi avant de le foutre à la poubelle, ou si on vend de second hand, les trucs de deuxième main là d'occasion, ça marche super bien. Et puis encore une fois, on peut pas en vouloir à ceux qui veulent avoir un iPhone et qui peuvent pas payer 1 000 € pour l'avoir. Donc si tu peux l'acheter second hand, vas-y, éclate-toi. Mais c'est pas parce que toi t'achètes un iPhone que c'est pas toi qui est responsable sauf si tu surconsommes, c'est comme tout. Si tu surconsommes, c'est là que ça marche plus. Mais le fait qu'il y ait des minéraux et des métaux dans ton téléphone qui causent des problèmes au niveau des droits de l'homme dans certains pays et d'exploitation d'enfants, etc., c'est pas de ta faute. Faut juste pas consommer plus que ce qu'on a besoin. Oui. Et effectivement, c'est pas extraordinaire ce que je dis, hein. C'est assez common sense, quoi, en fait, hein. Ouais. Yuka pour faire du scoring alimentaire, où finalement, s'il y a bien une chose qui a fait évoluer les industriels dans les recettes qu'ils proposent, c'est effectivement le fait que n'importe qui avec son téléphone puisse scanner un produit et savoir s'il était bon ou pas. Effectivement, j'aime beaucoup la fin du film, le fait qu'on voit le score environnemental et social, parce que finalement, ce que tu démontres, c'est qu'il y a clairement un problème environnemental, mais également un problème social, puisque le fait de faire travailler des enfants, de faire travailler des marins, etc., on ne l'a pas dit, mais la plus grosse compagnie de shipping au monde fait aujourd'hui autant de chiffre d'affaires que Microsoft, c'est ça? Maersk aujourd'hui fait autant de... Donc a un pouvoir absolument hégémonique. Donc il y a un moment, c'est quand même le consommateur qui va devoir prendre un minimum ses responsabilités. Je crois que voilà, donc effectivement, dit le gars qui porte un truc qui vient sans doute du Bangladesh. Avec un AirPod de chez Apple qui vient de Chine. Ouais. Alors j'ai vu une information intéressante qui m'est arrivée, qui est sûrement qui circule depuis sûrement plus longtemps, mais qui m'est arrivée il y a quelques jours. Une étude comparative, en fait, si on fabriquait un iPhone, donc l'iPhone, pour prendre une marque au hasard, est fabriqué en Chine. Si on le fabriquait aux États-Unis aujourd'hui, il coûterait à peine $100 de plus. Ouais, j'ai vu ça aussi. C'est impressionnant. T'as vu ça? Ouais. Donc en fait, il y a toute une question narrative derrière le truc d'Asie, etc., qui est plus vraiment vrai. Ouais. Mais quand on en arrive à une si petite différence, alors peut-être que 10%, c'est pas petit parce que ça représente peut-être, j'allais dire la moitié de la marge, mais probablement que ça représente peut-être un quart de la marge. Ouais. Mais en tout cas, ça représente une partie de la marge qu'ils n'ont pas envie d'abandonner, sauf quand peut-être ça deviendra plus compliqué ou qu'il y aura plus de restrictions, par exemple, sur le transport. Que le transport, par exemple, si demain il arrivait à devenir moins cher, parce qu'il faut avoir des bateaux plus propres et donc des bateaux qui coûteraient plus cher et qui auraient un impact sur le transport, peut-être que justement ça pourrait rééquilibrer des relocalisations ou des rapprochements en tout cas d'industrie et éviter... J'ai vu l'exemple de ta veste où le tissu était tissé dans un endroit, était envoyé à un autre endroit pour être coloré, teinté, assemblé dans un troisième. Et en même temps, c'est impressionnant de se dire que
tous ces éléments vont et viennent sur l'eau en permanence, quoi. Oui. En tout cas, c'est vraiment c'est une des passionnant grandes parce que, questions. C'est une des grandes questions de ce siècle. Hein. ouais. Il va falloir qu'on choisisse quel genre de société on veut avoir. Est-ce qu'on veut consommer sans limite ou est-ce qu'on veut avoir une planète vivable? Alors, est-ce qu'on veut, mais est-ce qu'on va continuer à pouvoir consommer sans limite? Parce qu'à un moment, est-ce que les ressources vont nous permettre de pouvoir continuer à consommer? Si à un moment, tous les milliards d'habitants qu'on est veulent consommer eux aussi comme on consomme, on ne pourra pas. Enfin, on en est à ce fameux seuil où la planète a consommé toutes les ressources qu'elle devrait produire en une année, qui est au mois de mai, je crois. Enfin, c'est avant la moitié de l'année où on a déjà consommé ce que la planète est capable de renouveler en un an. Donc, on est quand même maintenant, on consomme une planète et demie par an en capacité de production. Donc, oui, il y a un moment, peut-être qu'il va falloir que c'est pas tant que ça, peut-être le vouloir, c'est même le pouvoir. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à consommer comme on le fait? En tout cas, merci beaucoup, Denis. C'est vraiment important que des gens comme toi travaillent sur ces sujets et puissent effectivement venir un petit peu comme ça titiller, un petit peu éveiller les consciences. Je sais que tu voyages beaucoup et que tu montres beaucoup ce film aux gens et que tu fais beaucoup d'échanges comme ça. Et je crois que c'est vraiment salutaire parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière tout ça. Et c'est grâce au travail de gens comme toi qu'on peut commencer à conscientiser un petit peu. Et puis, grâce à tous les gens qu'on a eus aujourd'hui aussi, durant les différentes conférences, qui ont pu apporter des solutions, qui ont pu parler de relocaliser, etc. Moi, je pense qu'on peut finir sur une note d'espoir. Ouais. Ah ben oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'était chouette. On a parlé de Made in Local. C'était très drôle, en fait. Au lieu de Made in France ou Made ailleurs, c'était des notions de Made in Local, c'est-à-dire avoir une partie de l'économie qui va faire un peu le flipper, c'est-à-dire que l'argent circule et au lieu de j'ai de l'argent qui rentre sur mon compte et je le dépense à Apple en Californie qui fait fabriquer en Chine et qui fait tout transporter. Si en fin de compte j'achète d'occasion en local, et ben ça fait un ping de plus dans la région et quand l'argent circule plus, et ben il y a une création de valeur sans avoir de création de besoin de ressources supplémentaires. Et c'est assez intéressant, c'est-à-dire que après ça touche même y compris les monnaies locales qui peuvent être incitées à consommer plus en local. Mais c'est vrai qu'on a évoqué plein de sujets dans la journée, c'était très intéressant. Et le transport international, le transport maritime est un peu un échelon ce qu'on ne peut pas, qui est incontournable. Donc en tout cas, c'était super. Je sais pas si alors ceux qui nous écoutent, si Yann ou Olivier, si vous avez des personnes qui sont dans l'audience, on a des demandes, vous me le dites. Je vous enverrai le film avec un lien, avec un code pour que vous puissiez le voir. Génial. Il faut me dire si en anglais, je préfère la version originale qu'en anglais, si vous la voulez en français ou en anglais. Et je vous fais passer un lien privé, confidentiel. Chacun regarde son film avec un password et puis voilà. Génial. Alors, on a une audience qui est enregistrée et limitée, donc comme ça, on pourra le proposer aux gens qui n'auront pas pu le voir ce soir, mais on a eu les demandes, donc c'est très parfait, bien. super. Merci pour votre invitation. Pour une note positive aussi dans l'adversité, c'est toujours dans les moments comme ça qu'on trouve des solutions auxquelles on n'avait pas pensé, qu'on devient créatif. Et c'est toujours bien de d'appuyer pause pour voir un petit peu, pour lever le nez du guidon et voir un peu où on va. Donc, profitons aussi de cette époque de réflexion pour faire ça et puis pour laisser respirer la planète, les oiseaux, etc. C'est vrai que ça fait du bien quand même. Merci les amis. C'est parfait. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Demain, un plaisir partagé. Donc demain, on a une nouvelle conférence qui sera animée par Yann, qui sera sur le thème de engager les ressources humaines, donc toujours dans le grand thème de l'économie du jour d'après.
Et donc, rendez-vous à 10h30, même adresse, même endroit, demain, avec Yann et toute une série d'intervenants qui seront topissimes. Franchement, on les a déjà tous rencontrés et ils sont super. C'est encore une fois des gens d'une qualité extraordinaire. Hein. C'est vraiment le contenu et le roi. On a vraiment cherché à avoir des gens qui soient les plus incroyables possibles. Et on a eu beaucoup de chance d'avoir autant d'acceptation. Donc voilà, on vous retrouve demain à 10h30 pour cette première conférence et à 15h pour une deuxième conférence qui clôturera ce cycle autour du digital. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bonne soirée. À demain. Merci Denis, à bientôt. Merci Denis, hasta luego.